Et là, bonjour à tous, Même pas peur TV, émission 3, saison 1, c'est maintenant. Bonjour Audrey. Bonjour Sébastien. Nous sommes à la Cité Fertile à Pantin. Effectivement, et d'ailleurs on accueille Amélie. Bonjour Amélie. Alors, qui êtes-vous? Une des responsables de la Cité Fertile. Qu'est-ce que c'est que la Cité Fertile? La Cité Fertile, c'est un tiers-lieu à Pantin dédié à la transition écologique et sociale, c'est-à-dire qu'on va expérimenter différentes pratiques sur site. On a des résidents, on a une école de cuisine, une brasserie, un potager, une serre, on a des toits végétalisés. On accueille aussi des événements, plus de 1000 événements par an, ça peut être autour du féminisme, de l'agriculture urbaine, on accueille de la musique aussi. On a un tiers-lieu transitoire, vu qu'on part courant 2025, donc il nous reste peu de temps. Alors je t'avoue que je suis arrêté sur brasserie, moi personnellement. Je comprends. On brasse nos propres bières, c'était important pour nous aussi. Et surtout, on a des bières locales et pantinoises, vu qu'on a Demaury, Gallia, on essaye de faire travailler un petit peu le territoire. Sébastien, il s'est arrêté sur la brasserie, mais moi je m'étais arrêté sur le restaurant. Oui, c'est un très chouette restaurant. La semaine, c'est une école de cuisine, donc on a des chefs apprentis qui découvrent la cuisine responsable, c'est-à-dire on va regarder d'où viennent les produits, comment on peut les sourcer, comment on peut faire de la fermentation, plus de vegan, plus de végétarien, etc. Et donc tous les jours, ils étudient et le midi, ils servent dans le restaurant. Donc on peut venir manger tous les midis et découvrir. Et le week-end, on fait des brunchs marocains aussi. Donc il y en a pour tous les goûts. Tout est sur réservation, c'est sur notre site internet. 3/4 de nos événements sont gratuits. Donc vraiment, le lieu est ouvert à tout le monde en Ile-de-France. Venir, être curieux. Vous êtes les bienvenus, c'est chez vous. Et on n'hésitera pas à venir, je pense. Ça, c'est sûr. Eh ben, merci beaucoup Amélie. Merci à vous. Nous allons partir sur le fameux micro-trottoir. On était au marché donc de la Croix-Chavaux à Montreuil. Est-ce que tu sais ce que c'est que les micro-trottoirs à Même pas peur TV? Ah bah non, je veux voir ça justement. Eh ben regarde, c'est parti, c'est maintenant. Micro-trottoir. J'ai aucune idée. Des fois on est bien, des fois on n'est pas bien. Non, la schizophrène, c'est un mec, d'un coup il change et il pète un plomb. Maladie mentale, je sais pas c'est quoi. Ça veut dire son caractère comme ça, oui. Parce qu'il y a quelqu'un de schizophrène, je connais d'ailleurs, qui a la hache. Elle est considérée comme handicapée, une schizophrène. C'est pas un handicap, non, ça se guérit. Si on est suivi, on peut être guéri. Après, tout dépend du suivi qu'on a et de l'envie qu'on a aussi de guérir. C'est un handicap que je considérerais majeur s'il est décelé au bon moment et si on le traite. Mais si on le laisse quand il deviendra majeur, c'est fini. Normalement, on ne peut pas travailler parce que c'est une maladie chronique, non? Oui, si elle est sous traitement, bah oui. Si elle prend sous traitement régulièrement, oui. Non, je pense pas. Non, c'est compliqué, ça dépend avec qui on travaille. Bon, il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent pas. Vous savez, quand on est schizophrène, c'est un peu dangereux de travailler. Je pense qu'il vaut mieux qu'il y ait une prise en charge totale, pas de l'État, mais aussi de l'environnement et des associations. Parce que l'État ne peut rien faire, que ce soit en France ou en Algérie, ou partout ailleurs. Et justement, par rapport à la schizophrénie, je ne sais pas pourquoi Audrey, mais je suis sûr que vous en connaissez. Ah bah vous avez le nez fin, effectivement Sébastien. J'en connais bien un, et il s'appelle Sébastien Petiot. Artiste, clown, comédien précisément Sébastien. Eh ben, on regarde. Je mets les assiettes, j'enlève les miettes. C'est parti, en fait, c'est vrai que quand j'étais enfant, je voulais servir la famille avec le plateau. Je sais pas, je jouais dans mon coin, les gens la famille était à table, et mangeaient. Pendant ce temps, moi, je jouais en écoutant je voulais vous danser grand-mère de Chantal Goya. C'est elle qui m'a mis sur la voie. C'est Chantal. Je suis serveur, c'est mon labeur, service compris, c'est samedi. À la demande,
les commandes. Au début, il m'a dit qu'il y avait une envie d'un personnage serveur, quoi. Avec des choses dedans, il voulait que cette envie d'être clown, voilà, parler des troubles psychiques. Et nous, on sent très fort dans notre travail de compagnie, c'est important de l'accompagner, de faire comme un écrin autour de son travail artistique. Quand le piéton traverse, le schizophrène. Les alus, c'est pas nickel, hein. Que faire? Je m'assieds ou je m'étale? Pétage de plomb ou éteint par les médocs? C'est-à-dire que je faisais des interventions dans les écoles pour parler du handicap psychique, dire qu'il faut arrêter de prendre les schizophrènes pour des fous dangereux. Je me suis dit pourquoi pas en parler dans le spectacle. C'est-à-dire que plus que l'ego d'un comédien, plus que la puissance, c'est la complicité qu'on cherche avec le public. Et finalement, je regardais le caméraman quand je parlais de schizophrénie, ça avait l'air de vraiment l'intéresser, quoi. Qu'est-ce que c'est les schizos? Les skis aux pieds, les os fracturés. Seb écrit la plupart des choses. Moi, je suis témoin que parfois il se lasse de ce qu'il a écrit et je suis là pour lui dire. Schizophrénie, j'aime insulter, pardonne-moi mes péchés. C'est-à-dire que lui, il se concentre sur son élan créatif, son élan artistique. C'est sa priorité, c'est son métier. Et nous, on borde. Disons que la ligne de conduite, c'est le plaisir au plateau, quoi. Voilà. Schizophrénie, mes idées me font très peur. Et dans ton CV, tu marques le parcours artistique et le chemin de la maladie. 2013, apparition d'écrit. 2014, diagnostic de la schizophrénie. J'ai tellement voulu rentrer dans le moule que je ressemble à une tarte. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir le construire comme ça? Mettre les deux? Parce que je sens que ça fait partie de ma personnalité, de mon identité. C'est prendre ses désirs pour des réalités. Vous imaginez quelque chose dans la tête et vous croyez que c'est pour de vrai. En vrai, c'est pour de faux. J'ai travaillé 5 jours cette année. Après, moi, dans le métier d'artiste, je trouve qu'il y a une histoire sur avoir une valeur en fait, pour fédérer des gens autour de vous qui se rassemblent par rapport à ce que vous faites. Donc ça prend beaucoup de temps. Hein. Je vis grâce aux allocations adultes handicapés. Si on touche quelque chose, à partir d'un certain niveau assez bas, l'âge descend. Schizophrène, schizo-érable, schizo-chaîne, schizo-être. Il y a une dizaine de compagnies en France qui sont en fait des ESAT culturels. Peu de gens accèdent à l'intermittence et le combat qu'on mène actuellement, c'est qu'il faudrait qu'on tienne compte de la fatigabilité liée au handicap et que pour obtenir le statut d'intermittent, on ait besoin d'un nombre d'heures réduit. Peut-être que vous n'êtes pas pressé. Hein. Il y a du citron, hein, il y a des citronnades, ne vous inquiétez pas. Il y a parfois la question de l'avertissement aux spectateurs et aux spectatrices. Et moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'on met en avant? Parce que si on met ça en avant, que ça ne va pas les bloquer quelque part, alors que s'ils viennent et qu'ils découvrent le spectacle, ils vont se dire « Ah bah zut, j'avais pas pensé que c'était... qu'ils seraient capables de faire ça et moi je le reçois comme un autre spectacle. » Je pense que d'accueillir des artistes en situation de handicap, mon espoir, c'est que ça lève ce malaise ou que ça l'estompe. Ça fait oh, ça fait ah, oh ah. Pour moi, c'est un spectacle de clown. Et on ne sait pas ce qu'on vient voir, on ne sait pas ce qu'on a vu, mais on est tellement rempli. On a ri, on était bouleversés. Et moi ça me suffit, et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et qu'en plus, il y a une couche supplémentaire, parce qu'il ose parler de la schizophrénie, je trouve qu'on est complètement bouleversés. Schizophrénie, c'est pas ce qui me définit. Il est assez touchant, je trouve, hein, et incroyable. Il a un petit truc. Il y a un petit truc en plus. On va en parler dans pas longtemps. Bien que vous dites ça. Mais moi, je connais un autre artiste. Ah oui, alors qui? Alors, on a vu cet artiste-là au moment où il était interviewé par un animateur de talent. Ah bah, je vais voir ça. Ah bah, vous allez voir, il s'appelle Loubet, c'est maintenant. Le track, je connais pas. Mais le stress un peu. Par moment, oui. J'ai besoin de vous entendre parce que je suis aveugle. Lou, je m'appelle Lou. Vous voyez, je suis fait comme vous.
J'ai vu que tu avais fait The Voice Belgique, c'est là où ça a commencé, où tu as commencé à Non, le j'ai faire? commencé déjà en 2012, 2008 peut-être même. En résumé, 2008, première télé pour un télédon belge sous le handicap. Et puis, de petites prestations, premier concert en 2014. Et puis depuis lors, 180 concerts, la France a un cap talent. Comment t'as intégré le fait de passer, entre guillemets, de l'anonymat à cette vie? J'ai la vie d'artiste, mais je ne me prétends pas être une star, voilà. La musique, c'est mon sang, entre guillemets. Il était toujours habité par la musique. On lui a offert un premier synthé à 6 ans, et puis il a commencé 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, et en 1 an et demi, on a vu se placer ses 10 doigts. Et c'est propre à ce syndrome, c'est ça qui est incroyable. Le syndrome de Morsier est une porte ouverte à une qualité artistique. C'est pas le seul. Comment tu fais pour créer sur le piano? J'ai l'oreille absolue. Le fait d'avoir cet handicap, tu penses que ça a égayé ta sensibilité qui a fait que tu es là maintenant? Oui, dans la mesure où j'arrive à mieux gérer mes émotions, parce qu'avant je piquais des urites tout le temps, et maintenant je me gère beaucoup mieux. On peut dire finalement que c'est ça, la musique m'a un peu canalisé. Est-ce que tu arrives en fait à traduire ce que tu ressens dans la musique? Maintenant oui. Le rap qui jouera ce soir, les gros mots, c'est lié à des professeurs qui interdisaient les gros mots et qui confondaient les gros mots et les injures. Je vis de ma musique, mais mon but n'est pas de passer en radio, mon but est de faire kiffer mon public. On a beau se disputer avec nos proches, on est toujours liés, c'est ça qui compte. Pour le papa, donc du coup, quel est votre rôle par rapport à Lou? J'ai eu toutes les casquettes, avec sa maman, bien évidemment. C'est-à-dire son coach, son ami, son déconneur. J'étais beaucoup son parolier pour ses chansons, son producteur, son roadie, c'est moi qui monte tout le matos. Et puis à côté de ça aussi, on a mis en place toute une série de choses. On a mis en place une école à la maison avec des professionnels et des bénévoles. C'est moi qui gérais toute l'organisation avec les profs qui tournent de mois en mois. Tu sais bien qu'on a connu le pire. Je vois bien où tu veux venir. On faisait tout pour le stimuler. Il avait des troubles du spectre de l'autisme relativement sévères. Il ne comprenait pas l'intérêt d'apprendre. Pour l'éveil, c'était compliqué. Et donc la surprotection, ça nous est peut-être arrivé, mais je pense que nous, surtout, on a été un boost. Ça, il le dira lui-même ce qu'il en pense. Avec la surprotection, on devient aussi possessif. C'est très compliqué parce que mon père, il s'inquiétait par moments un peu trop pour moi. On a parfois été peut-être trop prévenant, pas osé prendre beaucoup de risques, etc. Mais les choses ont changé avec l'évolution de l'eau aujourd'hui. Voilà, exactement. D'emblée, il est dit dans la présentation qu'il est aveugle et autiste. Peut-être parce que je savais qu'il avait ce handicap, peut-être ça m'a touché encore plus. J'essaye plutôt de m'efforcer que ça rentre le moins possible dans mon jugement. Tout ce qu'il transmet à travers la musique, c'est extraordinaire. Tout se mélange et on est à la fois touché, ému, on oublie, on se le rappelle. On passe un excellent moment. D'abord l'émotion, parce que Loubet, je l'ai connu, il était grand comme ça. Enfant, c'était compliqué pour ses parents. Ils ont inventé tout un tas de systèmes pour lui apprendre à parler, pour lui apprendre le piano, pour lui apprendre la musique, etc. Ça a été un truc de fou. Je trouve qu'il est nécessaire et important que d'accompagner ces démarches qui désinvisibilisent le handicap parce qu'on a besoin d'ouvrir nos yeux et de voir que le handicap permet plus de choses qu'il n'en empêche et de tranquilliser le regard des valides, si on doit les appeler comme ça, sur les personnes qui le sont moins. Pour parler un petit peu de tout ça et de l'agence Cristal qui encadre ces artistes-là, on a la chance d'avoir avec nous Lara Sarcio. Bonjour Lara Sarcio. Alors, qui êtes-vous? Je suis agente à l'agence Cristal, qui est une agence qui représente spécifiquement des artistes en situation de handicap visible et invisible. Et également, je suis artiste et réalisatrice. L'agence Cristal, il faut noter que ça vient du Théâtre du Cristal. Olivier Couder a créé en 1989. De plus en plus de réalisateurs, réalisatrices, directeurs de casting venaient nous voir pour faire appel à des artistes en situation de handicap. Donc voilà, il y a eu cette nécessité-là de créer cette agence-là en 2021. Alors vous avez collaboré sur quel projet déjà? Alors le dernier en date qui a fait beaucoup de bruit, c'est le film Un petit truc en plus. On a aussi eu d'autres projets comme La Marginale, Chacun pour tous, La Belle Étincelle. C'est quoi le processus
Notre agence, effectivement, donc, elle accompagne tout au long du processus créatif, c'est-à-dire que je vais proposer des candidatures de mes comédiens à des projets spécifiques. Je vais les coacher. J'ai aussi une équipe avec moi au Cristal, comme ça, ils sont bien préparés au casting. On les accompagne au casting. Du coup, on les accompagne également sur le tournage, s'ils ont besoin, bien évidemment, parce que tout artiste n'a pas forcément besoin d'être accompagné. Et après, on les accompagne aussi sur la promotion du film et également aussi après. Déjà, être comédien quand on est valide, c'est pas simple pour obtenir l'intermittence, etc. Alors, comment ça se passe quand on est en situation de handicap? C'est quelque chose qui est très compliqué. Il y a des propositions qui ont été faites, notamment pour l'intermittence, pour essayer de réduire le nombre d'heures. Comme le disait là dans le reportage, Olivier Couder parlait d'une dizaine d'ESAT. C'est quand même très peu. C'est pour ça que c'est important d'avoir des structures un peu comme l'Agence Cristal, comme le Théâtre du Cristal, parce que il faut prendre conscience que il y a beaucoup d'artistes en situation de handicap. Le Théâtre du Cristal, il embauche des personnes en situation de handicap, mais est-ce qu'il y a une mixité aussi avec des personnes valides? C'est une compagnie qui regroupe 15 acteurs et actrices en situation de handicap. Maintenant, Olivier Couder et notamment Timour, qui est aussi acteur et éducateur, travaillent aussi en tant qu'acteur. Donc il y a une inclusion. Beaucoup de comédiens valides jouent des rôles d'handicapés. Est-ce que du coup ça a été compliqué d'aller voir ces producteurs-là ou ces réalisateurs et de leur dire j'ai un comédien qui est handicapé, qui correspond à ton film? Tu vois ce que je veux dire? Je vois très très bien ce que tu veux dire. Parce que là on parlait tout à l'heure du film Un petit truc en plus qui a donné un très grand coup de projecteur sur les artistes en situation de handicap, de s'intéresser en fait tout simplement à ces artistes parce qu'il y en avait plein qui ne savaient pas que ça pouvait exister. Il y a une femme qui nous a raconté qu'elle était à une avant-première du film Un petit truc en plus. Elle était à côté d'une petite fille qui avait 7-8 ans. Et après le film, elle a dit « Ah, mais ça veut dire que moi aussi, je peux être comédienne. » C'est beau parce qu'en fait, c'est tout simplement, on a besoin d'une représentation. Et effectivement, l'ARCOM, qui permet en fait de régir les lois de l'audiovisuel, a fait une étude de marché, une analyse qui montre en 8 ans, ça dépasse pas 1%. Et ce qui est du coup vraiment très minime. Quand tu montes une compagnie de théâtre, à l'intérieur, tu as du personnel qui est engagé. Les 3/4 du temps, ce sont des intermittents. Tu sais qu'une société doit avoir un pourcentage de personnes handicapées en fait à l'intérieur. Mais vu que les 3/4 sont intermittents, ils passent à travers ce qui est imposé par la loi en termes de quotas. Est-ce que ça peut changer ça? Oui, ça peut changer en parlant. Je m'axais vraiment sur tout ce qui est milieu du cinéma et du visuel. Ils ont une obligation d'employer des intermittents du spectacle en situation de handicap derrière et devant la caméra. C'est pas ils n'ont pas de désir de s'ouvrir. C'est, je pense sincèrement qu'il y a un manque de sensibilisation, de culturation vis-à-vis du handicap. Du coup, nous, effectivement, on intervient à la fois sur le côté agence et le côté sensibilisation. On va voir les productions, on va voir les scénaristes, les réalisateurs. On va voir aussi les écoles, que ce soit devant la caméra, mais également aussi derrière. Parce qu'en fait, il manque de réalisateurs et de scénaristes, parce qu'en fait, ça change le point de vue. En tout cas, moi, j'étais séduite par ce que j'ai pu voir sur le site déjà du Théâtre Cristal. Oui, ils font plein de spectacles, aussi musicaux, de théâtre. Il y a d'autres projets qui vont arriver en 2025 et ils sont en création à l'heure actuelle. Il y a certaines personnes qui disent « Oui, on s'attend pas à voir ce qu'on va voir ». C'est pour ça que je conseille vraiment aux gens d'aller voir des films avec des artistes en situation de handicap, d'aller voir des spectacles avec des personnes en situation de handicap, parce que ce sont des artistes. Merci beaucoup. Du côté technique, en fait, on va te parler d'un gars qui bosse avec nous. Il s'appelle Dossé, qui lui est plus créateur de contenu, et je te propose de le découvrir avec nous dans un reportage qu'on lui a consacré. Alors bonjour Dossé, je vais te laisser te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours de vie et ton parcours professionnel. J'ai eu une formation de gestion comptabilité. Je me suis mis à travailler. En 2022, j'ai fait une formation en support informatique. Tu me disais que tu avais eu des problèmes de santé. À l'école, j'ai eu des blessures. J'ai fait aussi des accidents. J'ai pas pris ça au sérieux. Et en vieillissant, j'ai tous ces problèmes qui se sont regroupés. Et là, j'ai des problèmes de genoux depuis 10 ans. Des problèmes de dos et de bassin, ce qui fait que c'est pas vraiment évident. Comment se fait-il qu'aujourd'hui donc tu sois là avec nous Quand j'étais au CCR de Montfermeil, on m'a parlé du projet Même pas Peur TV et ça m'a tout de suite intéressé parce que je voulais me rediriger vers le montage vidéo. C'est très épanouissant. J'ai vu beaucoup de choses dans le milieu de l'handicap que je connaissais pas du tout. C'est très émouvant. Tu en es où toi aujourd'hui dans ta vie? Je suis toujours en soins. D'accord. Et j'espère que tout sera bien rétabli pour que l'année prochaine je puisse
m'engager vraiment dans le travail. Tu me parlais de montage vidéo. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus en détail? J'en ai déjà un peu fait avec des logiciels qui sont gratuits, mais je veux monter en grade avec le Premiere Pro. C'est pour ça que je voudrais faire une formation en ce sens. Je voulais créer une chaîne YouTube pour montrer un peu la région parisienne et faire du micro-trottoir qu'on fait aussi déjà dans le cadre de Même pas peur TV. D'accord, auquel tu as déjà participé? Plusieurs fois. Et donc tu peux nous en parler un petit peu? Le micro-trottoir, c'est pas toujours évident parce que il faut accoster les gens, leur demander s'ils veulent bien répondre aux questions. Il y en a qui disent oui, il y en a qui refusent. Donc c'est ce que tu aimerais par la suite Oui. Qu'est-ce que tu proposerais donc rencontrer des nouvelles personnes, parce que chaque personne a une qualité inestimable. Donc c'est en parlant avec les gens qu'on découvre vraiment la profondeur des choses. Est-ce que chez toi il n'y a pas cette appétence sociale? Tout à fait, parce que moi j'ai un grand cœur et j'aime aborder les gens pour découvrir des nouvelles choses, des fonds cachés. C'est vrai que ce métier te permettrait de travailler de chez toi. Est-ce que tu n'aurais pas des projets dans un avenir proche de monter ta propre boîte? Tout à fait. J'ai déjà ça en tête de créer une petite entreprise, chercher des clients pour pouvoir monter leurs vidéos. Je sais que tu as vécu des choses très difficiles avant d'en arriver là aujourd'hui. Oui. Et j'aimerais que tu puisses expliquer par où tu es passé. En juin 2023, quand j'ai démissionné de mon travail, je n'avais pas le chômage. J'ai basculé vers le RSA, ce qui n'est pas suffisant. J'ai par la suite perdu mon logement. C'est vraiment le monde à l'envers et c'était pas évident. Heureusement que j'ai eu le soutien du département par rapport à une assistante sociale qui m'a beaucoup aidé aussi et que j'ai remonté la pente. J'ai pu faire mes soins et je suis très content et fier que j'ai pu surmonter tout ça. Avec de la volonté, on peut toujours y arriver. Ce n'est pas évident, mais il faut vraiment beaucoup de résilience, de courage. Je te remercie. Merci beaucoup, Dossé. Merci. C'est pas simple de trouver du travail quand on est en situation de handicap, je constate. Vous imaginez même pas, il y a beaucoup d'organismes qui existent, notamment Cap Emploi. Ah oui, c'est quoi exactement? Vous savez pas ce que c'est Cap Emploi? Entre France Travail, Cap Emploi... Vous inquiétez pas, pour vous prouver que vous n'êtes pas la seule, je vous propose un micro-trottoir justement. Le Cap Emploi, c'est normalement c'est à peu près c'est comme le Pôle Emploi, mais c'est pour les gens handicap. Ah, le Cap Emploi, c'est une association pour aider les handicapés qui ne trouvent pas de travail. Non, je ne sais pas ce que c'est. Non. Non, je ne sais pas. Le Cap Emploi? Non, est-ce que vous pouvez m'expliquer? À partir de l'âge où vous pouvez travailler. On peut être suivi à pas d'âge, on peut être suivi à la naissance. Ah, moi je dirais à l'âge de 18 ans, dès qu'on décèle l'handicap. Et surtout, quand c'est un handicap permanent. Parce que ça peut être un handicap temporaire, provisoire, qu'on peut guérir. Mais normalement, c'est à partir de 18 ans, non? Peut-être 24 ans, 30, comme ça. Pour nous éclairer un peu plus, on devrait faire venir Iman Damak. Bonjour Iman Damak. Bonjour. Alors, qui je suis? Je suis responsable d'équipe au Cap Emploi de Seine-Saint-Denis. Je coordonne une équipe de chargés de mission qui œuvre à l'accompagnement du public en situation de handicap dans leur démarche d'insertion professionnelle, mais aussi des employeurs de la Seine-Saint-Denis. Si j'ai bien compris, c'est pas forcément nécessaire d'avoir la reconnaissance de qualité de travailleurs en situation de handicap pour avoir un suivi auprès de Cap Emploi. Alors, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé n'est pas indispensable. C'est d'abord d'émettre le soin d'être suivi par Cap Emploi et que la situation de santé fragilise. Et surtout d'indiquer que la personne va déposer une demande auprès des institutions qui vont pouvoir donner le titre bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Un conseiller va gérer combien de personnes? Depuis le rapprochement récent avec France Travail, ces conseillers ont un portefeuille de 80 personnes.
Et ces conseillers travaillent avec toute une équipe handicap au sein de l'agence. On a d'autres conseillers qui accompagnent aussi des salariés en situation de handicap dans leurs projets ou de maintien en emploi, ou de reconversion, ou évolution, transition professionnelle. Donc, et cela, on est sur, à peu près une file active de 100-150. 150 personnes par conseiller. Potentiellement, puisqu'on accompagne par étape de parcours. C'est pas tous les jours qu'on va recevoir les 100 et 150 personnes. Tant que la santé et le handicap le nécessitent, et il n'y a pas de deadline avec nous, c'est une première étape sur faire le point sur la portée du handicap, une deuxième étape sur de l'élaboration de projet, validation du projet, une troisième étape sur le parcours de formation à mettre en œuvre. Puis on a aussi tout un staff qui va nous aider aussi sur des ateliers de remobilisation, sur des ateliers de parler de son handicap face à un employeur, comment je l'évoque, comment je parle de moi-même. Là où on va avoir une vigilance, c'est sur les limitations et le métier derrière. Et là où on va avoir un coup de boost, c'est sur les atouts que peut apporter la personne demain en emploi. Et c'est sur ça qu'on va avancer, faire en sorte que certaines compétences soient transférables ou qu'elle en acquiert de nouvelles. Mais on partira de ce qui anime la personne d'abord. Cap Emploi et France Travail, ce sont deux entités disjointes et un vrai partenariat. Et aujourd'hui, toute personne qui est en recherche d'emploi va s'inscrire à France Travail. Elle peut être orientée vers une prise en charge par Cap Emploi. Le lieu où elle va être accompagnée sera son agence France Travail, pas un conseiller dédié. C'est bien Cap Emploi qui l'accompagne. D'où le rapprochement et non pas une fusion. C'est ça, voilà. On accompagne vraiment dans l'individualité, dans les projets personnels. Bien sûr, on va tenir compte de deux réalités, à savoir la réalité de l'usager, la réalité de santé, donc ses freins, et la réalité du marché. Tout notre objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que ça matche. Et donc oui, ça prend du temps. Et d'où l'idée de la frustration, à savoir c'est pas aussi rapide que ce que je le souhaitais. Tout ça, c'est de la construction avec nous. Au même titre qu'un médecin prend du temps à faire poser un diagnostic, prend du temps pour soigner, nous on prend aussi du temps et on va au rythme de la personne et au rythme des étapes de parcours. C'est une belle image. C'est une très belle image. Merci beaucoup, Imen Damak. Je vous en prie, je vous remercie pour l'invitation. Avec plaisir. Avec plaisir. Audrey. Sébastien. Si on passait à un peu plus de légèreté maintenant. Voilà, vous me faites peur. Qu'est-ce que vous appelez un peu plus de légèreté? Tout va bien, calmez-vous. Je veux bien sûr parler de notre mini-série. C'est, vous savez, l'effet miroir. Tout est inversé. Donc la norme, en fait, c'est d'être en situation de handicap, si je comprends bien. Bien sûr, ça paraît logique, regardez-moi. Mini-série. Oui. Audrey, ma chérie, c'est Steph. Bah oui, je sais, j'ai vu ton nom s'afficher. Je te rappelle que je suis aveugle. Je savais pas si j'avais fait le bon numéro. Oui, bon, c'est bon, on va savoir que t'as un handicap, hein. Pas la peine de nous balancer ton bonheur à la figure, hein. On n'a pas demandé de valide, nous, hein. Waouh, je sais pas ce que t'as mangé ce midi, mais ça va être sympa la soirée. T'es où au fait? J'attends le conseiller. Tu vas lui dire quoi? Bah que ça fait 2 ans que j'ai eu ma RQTV, que bah j'ai envie de bosser, parce que bah ça commence à faire long. Toujours sur le même projet? Non, je voulais m'inscrire au Paralympique de Cécifoot. Non. Steph, t'es aveugle, mais tu m'as pas dit que tu avais le QI d'une huître. Allô? Bon, bah tant pis, hein. Aveugle et sans humour, c'est mal parti pour mon couple. C'est à qui? Bah moi je pense, hein, parce que je suis toute seule. Madame est observatrice. Bon, bah, c'est pas dur, hein. Ah, mais quand même, allez, on y va. Alors, madame? Ça va bien. Merci, c'est gentil. Vous aussi? Non. Ça va bien. Je vous ai dit merci, madame. Ça va bien. Donc c'est pas mal. Vous avez bien un handicap de la compréhension. Non, en fait, Audrey, ça va bien. Ça va bien, c'est mon nom de famille. Ah, désolée, madame, ça va bien. Mais avouez que c'est pas un nom commun. Oui, mais c'est un nom propre. Donc, bah, pas commun. Je suis prof. On va se recentrer. Que puis-je faire pour vous? Je viens chercher un emploi. Un emploi, ça c'est une bonne chose. Et à qui le dites-vous, hein? Donc, je cherche votre dossier. Dites-moi quel est votre parcours. Ouais, je l'ai déjà raconté à vos...
ouais, 7. Vos 7 prédécesseurs depuis 2 ans. Oui, mais eux, c'est eux. Et moi? C'est vous? Gagné. Donc, vous disiez pour votre emploi? Donc, j'ai un doctorat en sciences de l'éducation et je cherche un poste d'enseignante ou de CPE dans un établissement scolaire. Intéressant, intéressant. Bah voilà, j'ai retrouvé votre dossier. Ah, c'est bien, c'est bien. Vous savez, j'ai un excellent contact avec les élèves et je suis passionnée de pédagogie. J'ai une réelle appétence pour l'éducation des jeunes. Ah bah non. Quoi, non? Vous êtes valide? Bah oui, j'ai eu ma RQTB il y a 2 ans. C'est très bien que vous ayez eu votre reconnaissance de travailleur valide. Je pense, oui. Oui, mais c'est votre validité qui m'embête. Moins que moi, quand même. Mes 7 prédécesseurs vous l'ont pas dit? Non, vos 7 prédécesseurs ne me l'ont pas dit. Ah bah ça c'est le turnover, jamais le temps de former les gens. Et puis vous savez, entre les sourds, les aveugles, les autistes, les dyslexiques, c'est pas simple la vie d'une équipe. Oui, c'est ça. Allez droit au but. Madame est fan de foot, à ce que je vois. Eh bien pour nous, vous êtes trop valide pour enseigner. Trop valide? Non mais ça veut dire quoi? Eh bien, vous marchez trop bien, vous courez trop vite, vous soulevez trop lourd et surtout... Surtout? Vous raisonnez trop bien. C'est pas justement ce qu'on recherche chez un prof, non? Je suis valide, mais je peux m'occuper des élèves, il n'y a pas de contre-indication. On dit ça, mais c'est quand même mieux quand les élèves ont un prof bien dépressif en face d'eux. Qui se ressemble, s'assemble, comme on dit. Donc vous êtes en train de me dire qu'il vaudrait mieux que je sois... Quel mot je pourrais employer débile pour enseigner? Débile, comme vous y allez, madame, ça va bien, le mot est mal choisi. Mais si vous réfléchissez trop vite et trop bien, ça risque de dérouter vos élèves et vos collègues profs. J'hallucine. Faites-moi confiance, c'est comme ici. Quoi, comme ici? Une fois, nous avions engagé un conseiller qui réfléchissait trop vite. Toute l'équipe a été perturbée. Non. Si. Bon, qu'est-ce que vous me conseillez alors? Il faudrait faire un bilan des compétences. Un bilan de décompétences? Oui. Analysez tout ce qui ne va pas en vous. C'est ça que cherche un employeur. Les défauts, les vices, les manques, les errements. Les errements? Voyant votre dossier, vous écoutant, voyant votre degré d'hypervalidité, j'ai peut-être un poste qui pourrait vous intéresser. Quoi comme poste? Faut que je travaille de toute façon. Oui, ils disent tout ça. C'est un peu simple comme raisonnement quand même. Simple, mais vital, non? Si on résume, il ne vous faut pas un poste trop compliqué, un poste avec trop de responsabilités, un poste trop prenant, et surtout, il ne vous faut pas un poste dans lequel vous allez prendre trop de décisions. Écoutez, ça me paraît pas mal, et donc? Et donc, j'ai. Vous avez? J'ai, mais à prendre tout de suite. Je suis dispo. Voilà la fiche de poste. Vous plaisantez? Non, ça vient d'arriver. Ministre de l'Éducation nationale. Désolée, c'est tout ce que j'ai en ce moment. Mais c'est bien payé, avec un logement de fonction. C'était notre mini-série. On va justement parler d'un de nos collaborateurs qui s'appelle Paul. C'est qui déjà? Alors Paul, c'est quelqu'un qui fait partie de notre équipe, qui s'occupe beaucoup du son. Et s'il n'est pas là, c'est qu'il a trouvé une formation, notamment par l'aide du Cap Emploi. Donc je vous propose de voir qui est Paul. C'est maintenant. Ça, c'est une place de concert. J'adore les concerts en fait. J'aime également le compositeur qui s'appelle Common. Il y a toujours une touche de son, de musique dans ma vie. Du réveil au coucher, il faut de la musique. J'ai travaillé dans l'informatique pendant de nombreuses années. J'ai pratiqué pas mal de choses qui sont plus ou moins indispensables dans les métiers du son. Et là, je suis actuellement en période de reconversion professionnelle. J'ai eu des amis qui avaient la même passion que moi. Ça m'a donné envie d'essayer par moi-même, essayer de faire des remixes, de voir comment on aurait tourné la chose, quoi. C'est ça qui me plaît à chaque fois, c'est de découvrir quelque part des nouvelles sonorités. Et d'autre part, ça me permet d'être aussi créatif. Pratiquer de la musique, ça m'a donné envie de travailler dans ce milieu et essayer de me faire plaisir vraiment en travaillant. Donc une disquette,
C'est un outil que j'utilise énormément sur des équipements tels que des sampleurs, des boîtes à rythme, des choses comme ça. Je travaille sur des machines des années 80-90. En fonction de quelle touche j'essaye d'apporter, tel appareil, ça permet d'aller plus en profondeur. C'est comme ça que je monte les différentes pistes que j'ajoute à mes samples ou soit j'essaye de composer totalement avec des instruments. Je me dis que j'ai quand même certaines notions que j'aimerais pouvoir parfaire et j'avais envie de donner les moyens de devenir ingénieur du son. En fait, ça a toujours été difficile pour moi de travailler avec, mais sur plus de 20 ans d'expérience de travail, j'ai su faire abstraction de cela pour essayer de travailler comme une personne qui n'a pas de handicap en fait. C'est un handicap qui est invisible, qui a été reconnu depuis un peu moins de 2 ans. Toujours une épreuve de se mettre au niveau d'autres personnes et auprès des autres, de faire en sorte que le handicap ne se voit pas. Je trouve que c'est un double combat. J'ai fait énormément de recherches en fait. J'ai participé à de nombreuses journées portes ouvertes et j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes qui travaillaient dans le son. J'en suis à l'étape où je vais pouvoir débuter une formation en tant que technicien d'exploitation son à l'INA à partir du 2 janvier 2025. C'est une formation qui me permettra de mettre le pied dans le monde de l'audiovisuel pour vraiment monter en compétences aussi. Et au gré de nombreuses expériences que je pourrai avoir par la suite, ça pourra me permettre, je l'espère, de m'élever au rang d'ingénieur du son. Ça m'a donné un nouveau souffle en fait, se dire qu'on va aller de l'avant et on va faire en sorte de trouver quel métier on peut faire, trouver la manière de s'organiser pour le faire. C'est mon conseiller Cap Emploi qui m'a parlé de ce projet en fait. Il m'a incité à venir découvrir ce que c'était. Je me suis lancé le challenge de faire le générique de l'émission. Ça a été des rencontres avec du personnel, ça a été du tournage, c'était de la prise de son. Et c'est le sujet aussi également qui était quelque chose que je n'abordais pas. Le handicap n'est pas très connu, le handicap n'est pas très bien perçu. Ça m'a permis de voir les choses différemment. C'est vraiment quelque chose qui m'a lancé un peu vraiment sur la voie et de se dire mais rien n'est impossible. J'ai une envie débordante de pouvoir travailler dans tout ce qui est les mixages en fait, du sound design, voir si on peut travailler dans le cinéma, aussi la post-production. Il ne faut pas se mettre de barrières, il faut se donner les moyens pour réussir en fait. C'est notre dernier reportage, je crois, pour aujourd'hui. Alors Sébastien ? Effectivement, on arrive presque au terme de cette émission. En tout cas, je suis très contente d'avoir rejoint cette équipe, d'avoir partagé tous ces bons moments, d'être à tes côtés. Justement, par rapport à être à côté de moi et à tous les bons moments qu'on a partagés, on va vous en faire aussi profiter. Regardez ces quelques petits rushs qui arrivent. Alors bonjour, aujourd'hui on est au marché de la Croix de Chavaux à Montreuil et donc on est là pour faire une petite interview au sujet des handicaps. Moi je touchais pas la hache parce qu'ils calculaient par rapport à mon salaire. Parce qu'en étant à la retraite, ils croient qu'on est guéri. Obligé de faire le marché pour arrondir mes fins de mois. Vous vous rendez compte ? Et en plus de ça, aujourd'hui on a rencontré un humoriste. Moi, j'ai un enfant handicapé, il a 30 ans. Il est à la maison, je n'arrive pas à travailler. Je fais une demande d'allocation adulte handicapé. Il ne me donne pas. Est-ce que c'est difficile d'être aidant au quotidien ? Difficile, oui, bien sûr, c'est difficile. On m'a envoyé jusqu'en Belgique avec lui. Lui, il ne voulait pas rester. Et après, l'assistant social, il m'a fait comprendre qu'il n'y a pas de place en France. Vous pouvez nous parler donc du monde du handicap, des personnes handicapées en Algérie ? Il y a des organisations et des associations qui prennent en charge ce type plutôt ces handicapés. Seulement, vous savez, nous sommes dans un état de balbutiement, nous aussi, parce que nous n'avons pas cette culture d'handicap. Maintenant, au contraire, ça a évolué. L'âge de guerre. L'âge. La hache. Moi, je connais la hache, la hache pour hacher. L'âge, c'est l'âge de... Comme notre âge. Non, la hache. Désolé. La hache. Pardon. Je sais pas ça, la hache, c'est ça.
Alors t'as entendu bien? Un big up. On a ici, c'est tout. On a des super bons profils là. J'avoue. Eh bien, merci à tous en tout cas d'être venus si nombreux pour cette émission. Donc on se retrouve très bientôt. Ce sera à Paris Terre d'Envol exactement pour la prochaine émission à l'AELI de l'agence locale d'insertion du Bourget. Prochain envol, on est dans le même avion. Exactement. Et donc on tenait tout particulièrement à remercier l'agence locale d'insertion de Pantin. On remercie aussi l'agence Cristal. Cap Emploi, évidemment, et tous les artistes. Et aussi la Cité Fertile de nous avoir accueillis. Et également le département de la Seine-Saint-Denis, sans qui tout ce projet n'aurait pas pu voir le jour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous voulez regarder tout ce qu'on a fait, si vous voulez voir le lien des différentes agences, des différentes artistes qu'on a vus, tout est visible sur le lien mempapeurtv.com. Merci à tous d'être venus, merci beaucoup. L'émission 3, saison 1, c'est fini et on se retrouve pour l'émission 4 de la saison 1 au Bourget. Merci beaucoup.